Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Il me revient la lourde tâche d'ouvrir ce colloque et de vous souhaiter la bienvenue. Je ne vais pas céder à l'hubris et vous imposer un long discours sur des sujets sur lesquels vous êtes, pour la plupart d'entre vous, bien plus savants que moi. La sagesse me pousserait à m'en tenir à des remerciements et à des salutations. Donc, saluer chacune et chacun d'entre vous et remercier à la fois nos partenaires, la Fondation européenne d'études progressistes, l'Université d'Avignon, évidemment la Société d'études jaurétiennes, remercier plus précisément encore ceux qui ont été les chevilles ouvrières de ce colloque, Thierry Mérel, le directeur du Centre d'histoire de la Fondation, et évidemment Marion Fontaine, qui a joué un rôle déterminant et dont vous avez pu lire l'excellente tribune dans Libération hier matin sur socialisme et culture. Entre la version maximale du grand discours et puis la version minimaliste des remerciements, je vais plus prudemment rester dans une version intermédiaire et m'en tenir à quelques remarques et surtout interrogations. Première remarque, c'est qu'on peut dire que ce colloque tombe à pic. Je ne sais pas si... quelle vista de la part de ceux qui l'ont pensé, tant il est dans l'actualité. Vous avez vu que hier, la députée socialiste Sandrine Doucet a remis au Premier ministre un rapport sur les territoires de l'éducation artistique et culturelle. Vous avez vu que dans le débat hier soir, la carte blanche dont disposaient les deux candidats, Benoît Hamon, l'a saisie pour parler de culture. Et j'étais hier soir, avant le débat, au téléphone sonne, et un des auditeurs nous a interrogés sur socialisme et culture, ce qui m'a permis opportunément d'évoquer gratuitement le colloque de ce matin. Je soupçonne Marion d'avoir téléguidé un de ses amis. Bon, ça c'est sur le moment. La question plus sérieusement, il y a, ça n'a échappé à personne, une crise du socialisme. Je ne crois pas que ce soit une crise conjoncturelle du socialisme français, dont les primaires ou l'élection présidentielle seraient un point d'orgue ou un symptôme. Je crois que c'est quelque chose de plus profond, qu'on vit une crise structurelle du socialisme en Europe et dans le monde, et qu'il faut essayer de réfléchir sur la nature de cette crise. On en voit à peu près partout les effets: la désaffection militante, le divorce électoral, notamment avec les milieux populaires, et puis à peu près partout aussi des divergences stratégiques sur les alliances et même sur le rapport au pouvoir. Mais quelles en sont les causes ? C'est ça peut-être la question la plus lourde. Et ce qui est une des hypothèses peut-être de départ de ce colloque, c'est qu'il y a une dimension culturelle qui est importante, peut-être même centrale dans cette crise. D'où des questions, alors non seulement sur la définition de chacun des termes, culture, socialisme, mais sur le lien entre culture et socialisme. Donc là, je ne vais pas m'aventurer sur ces terrains où il y a de bien plus savants que moi. Le socialisme, pour chacun, ça peut être des choses très différentes. Une philosophie de l'histoire, une morale, des valeurs, une organisation, des rapports entre l'individu et le collectif, une attitude, une sorte de réflexe face aux injustices. L'ensemble de tout cela, bien plus encore, et cet ensemble-là peut former une culture. La culture, il y a le sens étroit, celui auquel on pense
évidemment le plus naturellement un rapport aux arts, à la création, un rapport aux artistes, aux savants, mais il y a aussi le sens large, c'est-à-dire un ensemble de croyances qui instituent une collectivité humaine. D'où, peut-être pour terminer, les interrogations sur le lien entre culture et socialisme et entre la crise du socialisme et sa dimension culturelle. Lorsque des grands courants politiques connaissent des crises, ce peut être parce que les combats qu'ils portent sont périmés. Je ne crois pas que ce soit le cas du socialisme. Les grands combats, notamment ceux du XXe siècle, la question démocratique, la question sociale, sont au moins autant devant nous aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a quelques dizaines d'années. En revanche, ce sur quoi on doit s'interroger, c'est sur la dimension pour le coup plus culturelle. On vit dans une période dans laquelle il y a un fort culte du présent, de l'instant, un certain rapport au temps. J'avais appelé ça, il y a quelques années, dans un essai, la dictature de l'urgence, dans laquelle il y a aussi un culte de l'individu, voire de l'individualisme, toutes choses qui font que, non pas le sens des combats, mais le cadre dans lequel ils se font est sans doute plus difficile pour le socialisme. Donc voilà quelques interrogations que je lance pour commencer, qui seront reprises et surtout approfondies durant cette journée et demie de colloque. Je suis heureux qu'on prenne le temps, pour une fois, d'approfondir ces questions-là et qu'on essaye de confronter des points de vue, y compris dans une dimension comparative. Donc je nous souhaite un excellent colloque en remerciant tout particulièrement tous ceux qui vont intervenir dans ce colloque et qui ont travaillé et qui sont venus d'endroits les plus divers. Merci. Ah oui. Merci, cher Gilles. Merci de cette invitation. En t'écoutant et en lisant hier l'article de Marion Fontaine, je me disais que finalement mon introduction était peut-être inutile parce qu'il y avait déjà eu beaucoup d'introductions, celle de Marion Fontaine, la tienne à présent, et c'est rassurant. Je n'ai pas des choses véritablement bien différentes à soutenir et à présenter. J'ai un tout petit peu plus de temps que, je crois l'avoir compris en tout cas, que toi. Mais il est évident que la façon dont tu viens de poser les problèmes me semble tout à fait convenir à une rencontre durant laquelle on s'empare d'un si intimidant sujet visant à mettre en relation socialisme et culture. Alors, je vais faire un petit peu comme toi, quel était mon point de départ, et c'est un peu ceci que je voudrais décliner, c'est-à-dire de considérer précisément le socialisme comme une culture. Alors, en affirmant cela, je ne veux pas défendre une approche normative qui ferait du socialisme une doctrine ou une philosophie politique d'essence supérieure, pas plus que je ne vais m'engager dans la voie d'une façon stricte et définitive sur ce que serait la culture socialiste. Pour la clarté du propos, je ne reviendrai pas sur ces propos nécessairement un peu scolastique, je crois qu'on peut entendre ici les cultures, enfin c'est ainsi que je vais l'apprendre, cette notion, comme des dispositifs au fond symboliques, en perpétuelle évolution, et c'est important de le souligner, dispositifs symboliques qui sont soumis sans cesse aux défis de l'histoire, et dont la plasticité combine des permanences et des innovations. Tel est, je crois, notre problème, et peut-être c'est avec cette idée-là qu'il faut affronter l'éventuelle crise dont tu parlais en commençant, et sur laquelle, évidemment, je pense qu'il faudra que nous nous arrêtions. Alors, cette culture socialiste, tu en as déjà énoncé les points, il faut l'entendre à différents niveaux, et c'est ces différents niveaux, j'en ai distingué 5, que je vais maintenant vous présenter un peu à la diable, naturellement. Le premier niveau, c'est le plus évident.
c'est le socialisme comme une philosophie politique. Car on pourrait dire qu'au début du socialisme, en quelque sorte, il y eut l'idée. L'idée socialiste, d'ailleurs, au fond, une formule qu'on entendait beaucoup à la fin du XIXe siècle. Et en effet, le socialisme, il faut le rappeler, ça a d'abord été un corps de doctrine qui rassemblait, dans le plus grand désordre, des auteurs, des textes, dont les plus anciens, d'ailleurs, participent peut-être du grand courant des Lumières. Et à la fin du XIXe siècle, époque vers laquelle, nous le savons aujourd'hui, y compris à gauche, convergent bien des nostalgies, le socialisme, qu'on appelle parfois encore jeune homme, le socialisme du fin du XIXe siècle, recueillait déjà une pensée européenne aux frontières ouvertes, qui certes se riait des frontières, mais ne les méprisait pas. Le socialiste en Europe, pour le définir rapidement, est d'abord celui qui trouve son inspiration dans Saint-Simon, dans Owen, dans Fourier, mais aussi dans Proudhon, dans Marx, naturellement, puis chez tous leurs disciples, quel que soit leur degré d'orthodoxie. Le socialiste, donc, est, dès le départ, un homme du livre, un homme du texte, un homme de la référence, un homme de la théorie, quels que soient les canaux, d'ailleurs, par lesquels l'idée socialiste l'atteint. L'idée socialiste, elle peut se nourrir de la lecture directe, mais aussi du discours de l'orateur, de la discussion de café, de la dispute de meeting, mais le socialisme suppose toujours cette référence-là. Au cours de ces 200 années, 2 siècles d'histoire à peu près, bien des nuances, certes, ont composé la palette doctrinale du socialisme. Il faut dire aussi que plus que des nuances, ce sont des contrastes, parfois même des oppositions fortes qui distinguent les doctrines socialistes entre elles. Et au sein même de la grande tradition du socialisme démocratique, les querelles, nous le savons, ont été vives et l'on s'est disputé sur bien des sujets. Il faut le dire ici d'emblée, le socialisme est structurellement divisé parce que les philosophies politiques qui le nourrissent sont plurielles, parce qu'elles renvoient parfois à des conceptions du monde antagonistes. Conception du monde antagoniste, conceptions différentes sur les modalités de l'organisation économique et sociale, sur le rôle de l'État, sur les formes de la lutte politique, sur les rapports entre l'individu et le collectif, sur les libertés et bien d'autres sujets encore. Sur tout cela, les textes, les auteurs, les disciples se prononcent sous l'empire de convictions parfois peu conciliables, je ne dis pas inconciliables. Comment dès lors est-il possible de parler du socialisme comme d'une doctrine à laquelle certains seraient fidèles, quand d'autres s'en écarteraient, voire la trahiraient? Puisque derrière le drapeau socialiste se loge le saint-simonisme, le fouriérisme, le marxisme, le jaurésisme et tant d'autres, et même des familles apparentées comme le collectivisme, l'anarchisme, le communisme, quelle est, au fond, la question doit être posée, et elle ne cesse de se poser, quelle est la nature dernière de l'idée socialiste qui abrite tant de textes et d'auteurs? On peut dire que la surabondance théorique n'a pas toujours bénéficié au socialisme. Lorsqu'il est entré vraiment dans son âge politique, au cours des 2 dernières décennies du XIXe siècle, on lui reprochait pourtant, bizarrement, de manquer de consistance intellectuelle. C'est une chose qu'on rencontre très souvent à ce moment-là. Autrement dit, abondance de biens culturels en la matière nuit. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les intellectuels ont été nombreux à le rallier, à la fin du XIXe siècle notamment, pour tenter de lui apporter une ossature qui, disait-il, lui manquait. Ces héritages, tous ancrés dans le XIXe siècle et associés au moment historique post-révolutionnaire, n'en partagent pas moins une caractéristique commune que je voudrais mettre au jour et qui se présente à mes yeux comme le cœur philosophique du socialisme, quelles qu'en soient les déclinaisons doctrinales. Le socialisme, et c'est là le cœur, je crois, suppose une linéarité historique dont il est l'un des termes. Il se fonde donc sur ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement un séquençage de l'histoire dont il est une des étapes.
peut-être même la dernière, sous ses espèces communistes. Il propose donc une sortie de l'histoire, un dépassement du capitalisme, seul à même, disent les socialistes, d'assurer une réconciliation de l'homme avec lui-même. Sous des formes et des tons divers, avec plus ou moins d'emphase, avec plus ou moins de force aussi, ce rapport à l'histoire me semble constituer la matrice de la culture socialiste, telle qu'elle a dominé la période contemporaine de l'Europe. À partir de cette matrice, toutes sortes de questions qui en découlent se sont posées et n'ont cessé de diviser les socialistes entre eux. Ces questions théoriques ont été principalement, je crois, de deux ordres. Les premières relèvent de la méthode. Les secondes tiennent à l'articulation entre l'individu et le collectif. De la méthode d'abord. Puisque le socialisme s'inscrit dans une philosophie de l'histoire où les étapes s'enchaînent les unes aux autres, les voies de l'évolution du socialisme vers le socialisme donnent lieu donc à débat. On le connaît bien, ce débat de méthode. Pour les uns, l'évolution se présente presque comme un mouvement naturel. Pour les autres, elle ne peut se passer de ce qu'on appelait en certains temps d'un coup d'épaule, d'une séquence donc, où la violence impose les droits des plus démunis. On a longtemps opposé, il faut bien le dire, à des fins politiques, les premiers aux seconds, avec des étiquettes un peu simples, de révolutionnaires aux réformistes. Et je crois à tort. Les deux, au fond, sont révolutionnaires en ce qu'ils appellent à ce dépassement historique du capitalisme dont je parlais. Ils divergent, certes, sur la méthode à suivre, comme en fait état la célèbre controverse qui mit aux prises Jules Guesde et Jaurès. La méthode donc, mais aussi, je le disais, la question de la relation, de l'articulation entre l'individu et le collectif. Le socialisme oppose-t-il l'un aux autres? Le socialisme, disait Jaurès, est un individualisme logique et complet. Réfutant les condamnations de la doctrine, qui accablait celle-ci d'une réputation tout à la fois liberticide et statolâtre, Jaurès, par cette formule bien célèbre, réinscrit la culture socialiste dans le grand sillon républicain ouvert par la Révolution française. Certes, le socialisme est un collectivisme. Certes, il prône l'association, la coopération, la mutualisation. Certes, il vante les valeurs de la solidarité humaine, mais ne s'en donne pas moins comme objectif final l'émancipation des individus, de chaque individu dans sa singularité. Le collectif, finalement, n'est que le moyen et l'individu, la fin. Deuxième volet de cette réflexion, qui concerne cette fois-ci, à mon avis, ce qui peut aussi constituer une culture, le socialisme est une morale. Nous savons, rédigé en 1941, alors que son auteur, Léon Blum, était incarcéré, à l'échelle humaine, souvent médité, souvent cité en tout cas, est l'un sans doute des ouvrages socialistes qui affiche avec une très grande netteté l'exigence morale de la doctrine. Rappelons cette citation de Blum dans « À l'échelle humaine ». Nous devions donner, dit-il, l'exemple de la fierté, du désintéressement absolu, de la grandeur d'âme, qui sont l'apanage des forces jeunes. Nous devions viser toujours les objets les plus hauts, exclure toujours les moyens vils ou médiocres, même ceux dont on usait contre nous. Pas d'agression parce qu'on nous attaquait, pas d'insulte parce qu'on nous insultait. Nous n'étions pas comme les autres, nous n'étions pas sur le même plan, au même échelon humain, tout en nous devait le faire apparaître. Alors Blum, il faut le rappeler, n'est ni le premier, ni le dernier à conférer au socialisme une portée morale. En un siècle pourtant, le 19e, où la science aspirait à devenir la reine du monde, les fondateurs
avait plutôt été en quête d'une science des sociétés prête à guider les indispensables transformations qu'appelait le nouveau cours des choses. Le socialiste, pourrait-on dire, avant d'être un moraliste, est d'abord un sociologue dans l'âme. Et à la fin du XIXe siècle, Durkheim et les siens ne furent pas loin de souhaiter, d'ailleurs, que sociologie et socialisme fussent alliés et peut-être même confondus. Peut-être une des plus fameuses définitions du socialisme, je le dis en passant, est celle de Durkheim. Je la rappelle, on appelle socialiste toute doctrine qui réclame le rattachement de toutes les fonctions économiques ou, ne l'oublions pas, de certaines d'entre elles, qui sont actuellement diffuses aux centres directeurs et conscients de la société. Voilà une belle définition que nous pourrions continuer à méditer. Cependant, aucun des pères de la doctrine, pardonnez ce parallèle religieux un peu audacieux, quelle que soit leur sensibilité, n'oublia d'emprunter le sentier des sentiments moraux. Il eut même, je crois, chez certains d'entre eux, ce qu'on pourrait presque reconnaître comme une fibre religieuse, voire une discrète spiritualité qu'une mémoire bien sélective a tôt fait d'écarter. Il n'est pas, cependant, je crois, tout à fait insensé de supposer que les dimensions morales et religieuses du socialisme ont beaucoup fait pour stabiliser la doctrine. En peine de lettres de noblesse philosophique, la morale, le sentiment religieux, je crois, ont, à leur manière, étayé dans le cœur des hommes ce qu'il était, à défaut d'en convaincre tout à fait leur esprit. Alors, on n'en finirait pas ici d'égrener les exemples qui attestent le primat de la morale dans les engagements socialistes. Chez la plupart des théoriciens du socialisme, la morale occupe en effet une place importante, quoiqu'elle soit souvent dissimulée derrière de tout autre langage. Et parmi eux, bien sûr, celui de l'intérêt de la plus dominée des classes, celle que le vieux Saint-Simon appelait la plus pauvre et la plus nombreuse, c'est-à-dire le prolétariat. Mais même à la fin du XIXe siècle, moment où le socialisme, comme je le disais, épouse les sciences sociales, en quelque sorte, la morale s'invite dans la culture socialiste. Il n'est que de lire Georges Sorel, Charles Péguy, Benoît Malon et même Jean Jaurès pour en faire le constat. Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement à son niveau littéraire ou savant que la culture socialiste s'imprègne de morale. On mesure les effets de cette intrusion dans le discours le plus quotidien. Les adversaires du socialisme n'oublient jamais, d'ailleurs, d'en chicaner les partisans, les socialistes, les chefs socialistes en particulier, lorsque ceux-ci sont infidèles aux valeurs qu'ils prétendent défendre et même incarner. Parmi tant d'exemples disponibles, la haine dont Léon Blum fut la victime est fondée sur ce procès en infidélité morale. Son train de vie prétendu, de grand bourgeois, sa vaisselle en or, voire son prétendu libertinage, ont armé une dénonciation fustigeant toujours les trahisons et les hypocrisies morales du socialisme. Blum, d'ailleurs, ne fut, comme vous le savez, pas le seul à souffrir ce genre d'attaque. Avant lui, Jaurès, après lui, Mitterrand, furent aussi pris en quelque sorte la main dans le sac, leur manquement réel ou supposé, pointé comme manifestation précisément d'une inconsistance morale en contradiction avec une doctrine qui en appelait en principe à la pureté des âmes. De cette morale découle, ce sera mon troisième point, une façon d'être et de vivre. Car être socialiste, c'est d'une certaine façon devoir participer à un monde d'élus. Nous retrouvons ici tout ce qui apparente, j'y tiens, la culture socialiste, à ce qui pourrait passer pour une culture religieuse sécularisée. Le socialiste n'est pas seulement un homme de conviction. Parce qu'il a l'émission de les faire partager, il se doit de respecter une conduite au plus proche de celle-ci. Ainsi, l'éclat, le luxe, la dépense improductive et démonstrative, le mensonge et l'égoïsme, l'arrogance et la prétention, l'étroitesse d'esprit vont à l'encontre de la figure attendue. À l'inverse,
l'espèce de socialiste supérieur que représente le militant, qui est à sa manière un clerc séculier du socialisme, doit cultiver les valeurs opposées. Quelles sont-elles? La discrétion, la générosité et la solidarité, l'authenticité et la loyauté, l'ouverture à l'altérité, on dirait aujourd'hui la différence, celle des hommes comme celle des choses, et aussi la curiosité. Dire que tous les socialistes des 2 siècles passés aient respecté ce programme moral dans leur quotidien serait sans doute une imposture. Il n'en a pas moins fonctionné comme une idée régulatrice des comportements. Il contribuait à définir ce qu'on appelle parfois une culture politique, ou si l'on préfère, une identité, voire une famille. Il relève en tout cas d'un idéal à atteindre. Il propose, dans ce monde-ci, une représentation de l'individu tel qu'il devrait être dans le monde de demain. Il annonce en quelque sorte la réconciliation de l'homme avec lui-même, à l'accomplissement de laquelle la doctrine appelle. Alors, pour incarner ce qu'on pourrait appeler la bonne vie socialiste, les militants, nous le savons, se sont forgés un panthéon de grands hommes. Les bustes qui s'y trouvent rangés concentrent la plupart des propriétés morales mentionnées. Il en est une supplémentaire que leur a souvent attribuée l'histoire, c'est celle du martyr. À des degrés divers, certes. Mais la culture socialiste, parce qu'elle relaie sans doute les aspirations des classes dominées, fait assez bon accueil aux victimes et aux vaincus. Il y a un dolorisme socialiste qui contredit assez bizarrement d'ailleurs son optimisme historique et qui n'est pas, ce dolorisme, le moindre ressort de l'action. Le socialiste, en tout cas celui qui est le plus exigeant, est rempli de courage, il est prêt à mourir pour ses idées. Qu'il soit adepte de la violence politique ou plus confiant dans l'évolution pacifique des sociétés, le socialiste vit avec ce sens de l'histoire tragique, en rupture donc avec les horizons plus calmes du bourgeois libéral, plus confiant dans les bienfaits de la main invisible. Voici pourquoi ceux des socialistes qui oublient cette dimension en cédant à l'exercice responsable de l'État sont souvent convoqués devant le tribunal de l'histoire pour y subir un procès en trahison. La pureté socialiste, on l'a souvent fait remarquer, fait très mauvais ménage avec le service de l'État. Ce que Alain Bergogneau et Gérard Grimbert ont appelé à juste titre le long remords du pouvoir, est sans doute en effet l'un des traits les plus distinctifs de la culture socialiste, pour des raisons tout à la fois doctrinales, morales et pratiques. Tous les socialistes qui s'y sont frottés s'y sont piqués. Pendant près d'un siècle, ils en furent, comme nous le savons, à peu près tout à fait éloignés, à l'exception du bref épisode de 1948, et il en alla de même dans la quasi-totalité des pays occidentaux où le socialisme connaissait une expression politique, on pourrait dire, mesurable. L'exercice du pouvoir, c'est clair, ne fait pas partie de la bonne vie socialiste. Méfiance à l'endroit du pouvoir, donc. Méfiance à l'égard de l'argent aussi. Ne pas exercer le pouvoir et faire vœu de pauvreté. Le bourgeois socialiste, propulsé aux hautes responsabilités, est une impossibilité morale. Léon Blum, nous le savons, a fait les frais de ce rigorisme moral. On l'accable de l'accusation de trahison. On ne lui fait crédit d'aucune réussite, perdu qu'il aurait été sous les effets vertigineux du pouvoir. Une citation, une seule. Après les réformes de juin 1936, un correspondant anonyme s'adresse à Léon Blum et lui fait part de son impopularité. Je cite cette lettre. « Je suis un Français moyen qui circule beaucoup. La note dominante est qu'on ne veut plus de vous. Impossible de vous trouver un défenseur. Ceux qui vous soutenaient se défilent. Je vous écris dans le but, peut-être, d'être utile. Entouré et encensé dans votre fonction, je crains que vous ne soyez mal renseigné et que vous pensiez « le nombre est derrière moi ». C'est une grande erreur. Le mieux est de passer la main, car en restant accroché comme vous le faites, le peuple ne comprend pas
et fait toutes sortes de suppositions qui vont à l'encontre de votre dignité. Quatrième volet de culture. Celui qui s'impose le plus, Gilles l'évoquait au sens restreint du terme, la culture comme ensemble de choix esthétiques. Peut-on, c'est la question que je pense que nous aurons l'occasion de poser au cours de ce colloque, associer au socialisme un système complet et cohérent de valeurs esthétiques, d'où découlerait un catalogue d'œuvres et d'auteurs, autrement dit, une culture, au sens où tu l'entendais, restreint du terme, dans ton introduction. Je crois que nul n'est en mesure de vraiment défendre une pareille hypothèse, tant en la matière, c'est la diversité, une nouvelle fois, qui l'emporte. Les tentatives communistes, au cours d'une brève période de 2 ou 3 décennies, qui s'étaient efforcées de mettre en place une esthétique propre, greffée sur une philosophie politique, nous le savons, ont fait long feu. L'homogénéisation esthétique est une lubie totalitaire, sans effet dans les cultures démocratiques, dont relèvent la plupart des écoles socialistes européennes. Si donc le répertoire d'une culture socialiste en ce sens est sans objet, il n'en demeure pas moins que des socialistes ont tenté d'accorder leur engagement politique, leur conviction philosophique, à des choix culturels. D'abord parce que les intellectuels, je l'ai déjà dit, ont été les premiers inventeurs du socialisme et l'ont inscrit donc dans leur propre culture. Ils ont donc associé aux valeurs socialistes des œuvres d'écrivains, des œuvres d'artistes, de penseurs, comme ils ont promu des approches et des styles artistiques en leur attribuant, avec plus ou moins liberté certes, une signification socialiste. Pour autant, l'avant-garde politique que forment les socialistes ne trouve pas un prolongement mécanique dans un avant-gardisme esthétique. À toutes les périodes de leur histoire, les conformismes les plus justifiés par les socialistes cohabitent avec les audaces les plus prometteuses. Mais l'on peut affirmer, je crois sans trop risquer de se tromper, que les avant-gardes artistiques n'ont pas toujours trouvé auprès des plus révolutionnaires des socialistes les soutiens les plus solides. Ce que la culture socialiste, en revanche, s'est empressée de promouvoir est une esthétique en accord avec son temps et à même d'apporter sa part dans l'œuvre d'émancipation. Donner une culture aux plus humbles, aux classes dominées, n'était pas, selon les socialistes, les enfermer dans des choix culturels propres, des choix culturels de classe, dirait-on, mais visait au contraire à leur apporter les lumières d'une beauté moderne et universelle sur laquelle ces prolétaires, ces dominés, pourraient s'appuyer pour s'élever. Il y eut donc, notons-le, chez les socialistes toujours, à quelques exceptions qu'on fera toujours remarquer, à quelques périodes qu'on pourra souligner, mais il y a toujours eu comme une méfiance pour les pratiques artistiques avant-gardistes qui étaient toujours, ou plus ou moins, soupçonnées d'entretenir un entre-soi élitiste, peu soucieux du peuple. Prenons-en pour exemple, justement, un cas peu étudié, peu connu, celui de la musique, qui pénètre, par exemple, dans le périmètre de la culture ordinaire des socialistes français de la Belle Époque. Il rencontrera surtout des références littéraires. Le socialiste, je le disais, est un homme du livre, du texte. Un intérêt certain pour le théâtre aussi, et un petit musée imaginaire composé de quelques œuvres de peintres ou de sculpteurs. Rien de bien démarqué chez ces socialistes-là, somme toute, de la culture qu'on disait républicaine, qui depuis les années 1880 se répandait progressivement dans l'ensemble du corps social, par le truchement de l'institution scolaire. Si la musique n'est pas tout à fait absente de ce bagage, j'observe qu'elle relève d'abord de ce qu'on pourrait appeler d'une musique sociale, conçue comme un outil dans la fabrique de la citoyenneté ou dans la mobilisation des énergies militantes. La musique telle que les socialistes la connaissent alors, et la pratique, est d'abord celle des chansons, des hymnes, celle des chorales, des orphéons, des fanfares, une musique qui rassemble, qui unit et qui pousse à l'action. La culture socialiste est cependant toujours en quête, il
faut le noter, d'un art du peuple et qu'il n'est pas facile de définir. Les Saint-Simoniens, au début du XIXe, en avaient appelé un art social, dont on trouvera d'ailleurs des échos à la fin du siècle autour de formules que l'on retrouve notamment dans les arts décoratifs. Mais le mariage, évidemment, le plus réussi entre socialisme et culture, au sens où je l'entends, fut sans doute celui, nous aurons, j'imagine, l'occasion d'y revenir, que célébrèrent les années du Front populaire, l'amitié entre les artistes, les savants, les politiques, même au temps de l'affaire Dreyfus, n'avait jamais atteint sans doute une telle intensité. Tout se passait en effet à ce moment-là, et a beaucoup habité notre imaginaire, comme si la gauche avait en quelque sorte absorbé toute la culture. Et c'est cette mémoire qui a été réveillée intempestivement dans les années 70. Il faut le dire, que ce réveil a fait partie du succès de la rénovation d'un parti socialiste dans les années 70, qui avait progressivement pourtant perdu ses intellectuels et sa culture dans les années d'après-guerre, au profit du Parti communiste. J'en finis avec mon dernier point, et je m'arrêterai là. La culture, au fond, peut se définir aussi comme un ensemble de pratiques et de modalités d'organisation politique. Notons-le, le socialisme, même dans ses formes les plus primitives, a toujours été associé à des formes spécifiques d'organisation politique. Nous savons, avant même qu'il existât de partis en bonne et due forme, les socialistes donnèrent vie à des groupes plus ou moins structurés. Quels sont les objectifs de ces groupes? J'en vois trois. Un groupe socialiste vise à expérimenter des pratiques sociales, à d'autres moments à soutenir la conquête du pouvoir, à d'autres encore à éduquer. Les trois pouvant se réunir aussi en certains moments. Les deux premiers, les pratiques sociales, expérimenter des pratiques sociales et soutenir cette conquête du pouvoir, renvoient, vous l'entendez, surtout à des pratiques politiques. Les expérimentations utopiques proposent des modèles à généraliser, par exemple. Les partis politiques, qui s'organisent dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, offrent aux socialistes des instruments adaptés aux nouvelles coordonnées politiques. Mais c'est surtout sur le volet éducatif que je voudrais terminer et attirer votre attention. C'est surtout sur celui-ci qu'il faut s'attarder, tant il, je crois, définit une singularité de la culture politique des socialistes. Adossé à la science, je l'ai dit, le socialisme enseigne des vérités fondées sur l'expérience et la raison. Héritier donc d'un complexe républicain qui fait de l'éducation de tous la condition même de l'avènement de la République, le socialisme compte sur la diffusion des Lumières pour assurer son triomphe. Les groupes socialistes présentent ainsi souvent le caractère de petites écoles où se pratique une coéducation nourrie d'une vaste production livresque, on l'a vu, faite de revues, de brochures et de livres de tout encre. Pour réaliser l'État socialiste, c'est le substrat, il faut faire des socialistes. Et il convient donc, pour faire des socialistes, de transformer les esprits en les éduquant. Il revient donc aux organisations de cultiver ces individus, d'y semer les bonnes graines d'une culture en rupture, en décalage ou en complément. L'éducation est ainsi au cœur des enjeux identitaires du socialisme français. La propagande socialiste s'apparente, aux yeux de ses agents, ni plus ni moins qu'à un travail d'éducation. Politiser, c'est éduquer. Et Péguy ne se trompait pas en mettant en avant cet idéal lorsqu'il parlait d'un socialisme d'éducation, qui, selon lui d'ailleurs, au passage, avait été trahi par la mise au pas imposée par la logique des partis modernes tels que nous les entendons. Alors, pour bien apprécier cette propriété éducative du socialisme français, il convient de s'écarter de son seul périmètre partisan. Certes, on a manifesté au sein des partis de telles préoccupations. La SFIO, nous le savons, disposait d'une librairie qui éditait, vendait des brochures, même si on se plaignait souvent que un de ses libraires, en tout cas bien connu, Lucien Rolland, qu'on ne lisait pas assez, mais cela existait.
Mais au début du XXe siècle, et dans la lignée des universités populaires, on est allé un peu plus loin. On a créé, par exemple, des écoles socialistes par quelques étudiants qui étaient parrainés par des professeurs. Par exemple, l'école socialiste que dirigeait le professeur de la Sorbonne, germaniste Charles Handler, est resté particulièrement important. D'ailleurs, l'objectif de cette école est intéressant à souligner. Il était simple et il répondait, je crois, très bien à la conception d'un militantisme politique proche de l'éducation mutuelle. L'école socialiste, disait l'introduction des statuts de cette école, l'école socialiste est une libre coopérative dont le but est de donner au socialisme français un organe d'information scientifique. Elle se préoccupe d'unir la jeunesse socialiste intellectuelle et ouvrière dans l'étude commune du mouvement socialiste en France et à l'étranger, et de lui donner, par une large information étendue à tous les domaines de la science sociale, l'esprit critique nécessaire au développement continu de la vie et de la doctrine socialiste. On pourrait ainsi relever tout un ensemble d'initiatives éducatives, culturelles aussi, qui répondent à cet objectif. Je m'arrêterai ici pour conclure, tant ce moment-là nous paraît peut-être éloigné. Alors, pour conclure une introduction, c'est bizarre de conclure une introduction, on ne devrait pas conclure une introduction en réalité, mais voilà, les professeurs restent des professeurs. Au fond, évidemment, à l'examen d'une telle culture socialiste, et j'ai conscience que bien des nuances pourraient être apportées à tout cela, à cette description un peu courte, mais c'est une introduction, faite donc pour être contestée. On est en droit de s'interroger sur l'avenir d'une telle culture, sur l'avenir d'un tel héritage. Et là réside sans doute la question la plus douloureuse et qui justifie ce colloque. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire comme on visite un musée où se célèbre un patrimoine, mais pour évidemment le mettre au regard d'une expérience contemporaine. Les contours organisationnels, les dessins philosophiques et les choix culturels d'un socialisme qui, il faut le rappeler, tu en notais l'historicité tout à l'heure, ce socialisme qui est né à la fois des inachèvements de la Révolution française et aussi des bouleversements de la société industrielle. Il est né de cela, le socialisme. Ces réponses, ces formes que j'ai décrites, sont-elles, non, à même de répondre aux défis du progressisme contemporain? Nous le savons, la famille socialiste européenne est déchirée partout, et ce déchirement, qui s'apprécie à sa fragmentation politique croissante, évidemment nous conduit à regarder comment tout cela s'est organisé. Deux pôles extrêmes soumettent en effet la famille socialiste à un champ de force dont elle pourrait sans doute bien périr. La première réponse face à la crise, face à la fragmentation, c'est qu'au fond, il convient aujourd'hui de liquider l'héritage. La culture socialiste serait devenue intempestive. La cohésion sociale, indispensable à la survie des sociétés, devrait passer par d'autres voies. C'est une première réponse. L'autre réponse fustige au contraire ces renoncements. Elle en appelle précisément un rafraîchissement d'une culture socialiste qui aurait été oubliée, trahie, oubliée par des mémoires trop courtes. Eh bien, dans les années qui viennent, les gauches européennes auront à trancher un débat qui a été, je crois, ouvert depuis quelques décennies déjà, 2 ou 3, peut-être 3 ou 4, mais que nous n'avons peut-être pas pris suffisamment avec sérieux. Comment, aujourd'hui, redonner au socialisme les propriétés d'une culture, donc, d'une culture au sens large
où je l'ai défini, qui en a fait, on le comprend bien, sa force, sa puissance. Comment lui redonner ses propriétés, propriétés donc d'une culture qui ne soit pas évidemment seulement faite de la sédimentation d'héritage, et qui témoignerait de l'assèchement de nos imaginations. Comment, au fond, je finirai là-dessus, faire du socialisme une culture vivante et plurielle, en mesure de devenir hégémonique, ou pour le moins suffisamment forte et cohérente pour se faire entendre.